points d'information générale. La prise en charge de la crise sanitaire que nous connaissons est aujourd'hui gérée, pour le moment encore je pense, par les agences régionales de santé. Donc chaque établissement n'est pas autonome dans son organisation et il y a des points quasi journaliers avec l'agence régionale de santé depuis la mi-janvier. Dans l'organisation régionale, 2 établissements dits de première ligne, qui sont le CHU et le CHRO, et 5 établissements de deuxième ligne, qui sont Chartres, Dreux, Châteauroux, Blois et Bourges. Ces établissements de deuxième ligne sont aujourd'hui habilités à recevoir des patients, à hospitaliser des patients, pas à faire la biologie, on y reviendra tout à l'heure, mais à prendre en charge des patients. À ce jour, sauf parce que le docteur Boutigraffin nous dit le contraire, le professeur, pardon, il n'y a pas de cas confirmés en région Centre-Val de Loire. Vous avez vu la carte sur l'émission BFM TV d'hier où on voyait la région Centre toute seule, une couleur différente du restant de la France avec la Corse. Bon, pourvu que ça dure, mais il n'y a pas vraiment de raison que les choses durent. Alors, la prise en charge de la crise, qu'est-ce qu'on fait depuis le mois de janvier, puisque c'est à partir de cette date-là que les choses se sont activées en France. Donc, cellule de crise hebdomadaire avec l'agence régionale de santé. Au CHU, les choses se sont vraiment accélérées lundi de la semaine dernière, à partir du moment où on a commencé à parler des cas en Italie, au CHU et sur le territoire français. Donc, le 24 février, avec le professeur Bernard, nous avons activé le niveau 1, qui consiste à partir du moment où 3 patients suspects doivent être pris en charge et hospitalisés, donc à isoler 9 lits du service d'infectiologie, ainsi que 2 lits potentiellement du service de médecine intensive et réanimation, pour les dédier à la prise en charge éventuelle de patients suspects ou avérés. Le 26 février, nous avons activé une astreinte en virologie de manière à pouvoir prendre les prélèvements 7 jours sur 7. L'astreinte étant prise en charge par un technicien de laboratoire et par un biologiste. Le 27 janvier, s'est activée l'astreinte d'infectiologie. Je me disais, c'est bizarre, mais les dates ne sont pas dans le bon sens. On a commencé par activer l'astreinte d'infectiologie. Le 29 février, donc le week-end dernier, plusieurs choses importantes se sont passées. Nous avons ouvert le centre de prélèvement ambulatoire qui est à Bretonneau, dans les locaux de la médecine du travail, qui a cédé une partie de ses surfaces qu'on a isolées de la médecine du travail pour que s'y déroulent les prélèvements ambulatoires qui sont réalisés par l'équipe d'infectiologie, et pour lequel une infirmière, une secrétaire et une ASH ont également été mobilisées. Merci à tous ceux qui font que ça marche, pour le moment tant que ça marche. Une organisation dédiée au SAMU, donc il n'y a pas eu de ligne d'astreinte supplémentaire, mais par contre on a essayé de déporter des postes et d'isoler le médecin régulateur et l'arme qui répondent à ces sujets. Et puis le laboratoire de virologie, après plusieurs essais et allers-retours complexes avec l'Institut Pasteur, a été labellisé pour réaliser en son sein des analyses et des prélèvements liés à cette crise. Donc au CHU, je ne parle pas des niveaux nationaux. Aujourd'hui, au niveau national, on est en niveau 2. Au CHU, dans d'autres organisations, alors ça peut paraître un petit peu compliqué, mais on est toujours en niveau 1, c'est-à-dire qu'en fonction du nombre de patients qui sont pris en charge, alors sauf erreur, sauf à ce que M. Bernard me contredise, nous n'avons pas de patients suspects aujourd'hui hospitalisés au CHU, si peut-être, on vous le dira. Bon, toujours est-il que niveau 1, c'est à partir de 3 patients hospitalisés dans le service d'infectiologie. On dédie les 9 lits du SM2I, les 2 lits de réanimation, et on ouvre le centre de prélèvement ambulatoire. Le niveau 2 serait activé si on dépasse le seuil de 9 patients, et à ce moment-là, nous avons décidé localement que tout le service d'infectiologie serait dédié à la prise en charge des patients concernés, et 9 lits de médecine intensive et réanimation. Le niveau 3, c'est plus de 17 patients, donc là on entre dans une autre modalité de prise en charge. Le professeur Bernard en reparlera mieux que moi tout à l'heure.
Une délocalisation qui est prévue, c'est l'hôpital de jour de médecine, mais si elle ne venait à pas suffire, à ce moment-là, il y a aussi de la déprogrammation à mettre en place, voire sortir certains patients, soit pour un retour à domicile, soit pour un autre établissement du département, pour pouvoir conserver les patients concernés au sein du CHU. Et dans les niveaux, on a également défini avec le SAMU qu'à partir de 180 appels par jour au 15, on doublait la ligne d'armes et la ligne de médecins réanimateurs. Aujourd'hui, on doit en mettre, Saïd, à 110, 140 hier. Ça monte vite, hein. En termes d'information, juste pour bien récapituler les choses, on s'est réunis la semaine dernière une fois de suite en cellule de crise. Le 27 février a été adressé à tous les professionnels du CHU un premier message qui faisait le point, on savait. Le 28 février, nous avons tenu une conférence de presse, donc vendredi dernier, avec la présence de la préfecture et de l'agence régionale de santé. Hier et aujourd'hui, c'est réunion d'information. Ce soir, nous rencontrons les professionnels libéraux de ville, donc toutes les CPTS du 37, également SOS médecins, les hospitalisations à domicile, qui seront réunis en présence de l'agence régionale de santé, en présence de la ville de Tours, le docteur de Germain, et puis des établissements du GHT, parce que dans les relations entre les libéraux et les structures hospitalières de la proximité, il y aura des choses à définir, et les deux cliniques tourangelles seront également présentes. En parallèle de cela, on l'a appris tout à l'heure, le président de CME et moi-même, nous irons ce soir à Orléans pour une réunion préfecture de région et agence régionale de santé en visioconférence avec le ministre. On verra demain quelles sont les nouvelles. Et nous sommes en parallèle cette semaine en train de remanier l'affichage au public, dans la mesure où on y reviendra. Nous avons acté avec le professeur Bernard hier un certain nombre de décisions concernant les visites. Alors, bien prendre connaissance de ces quelques messages essentiels concernant les consignes à l'ensemble des professionnels du CHU. Et je vois les professionnels également représentant les associations, représentant les usagers. Il faut que tout le monde s'imprègne de ces recommandations. Donc je respecte les consignes d'hygiène et de sécurité. J'applique une gestion rigoureuse et raisonnée des matériels de protection. Donc, la pharmacie a un stock de masques FFP2, de masques chirurgicaux. Il faut gérer avec beaucoup de rigueur ce stock. On s'est rendu compte que dans les services, les dotations étaient très hétérogènes, elles n'étaient d'ailleurs pas forcément concentrées là où elles devaient être. Donc, la pharmacie est en train de pratiquer un rappel de certaines dotations pour les reventiler dans les services où ils sont le plus nécessaires. Je respecte le secret médical et le devoir de discrétion. Donc, à Tours comme ailleurs, la communication, ça ne va peut-être pas échapper, sur ce sujet est très verticale. Hein. Les patients avérés sont hospitalisés au CHU. C'est le chef de service d'infectiologie qui prévient la DGS, qui prévient l'ARS, accessoirement le directeur de l'hôpital. Et c'est la DGS qui communique, ça n'est pas l'hôpital. Et ce point-là, il est fondamental, et pour le moment, les choses fonctionnent comme ça, et c'est important. On a pu au début, la semaine dernière, alors qu'on devait recevoir un patient de Châteauroux, constater qu'un professionnel de l'hôpital de Châteauroux avait parlé un peu vite dans la presse. Non, on ne fait pas ça. Donc ce point-là, il est très important, comme les autres d'ailleurs. Comme le suivant, qui est que je ne consulte pas le DPP d'un patient que je n'ai pas à prendre, que je ne prends pas en charge. C'est une norme maintenant, tout le monde la connaît et tout le monde l'applique. On sait qu'il y a quelques sorties de route de temps en temps, a fortiori dans cette situation-là. Et je reprécise bien, Frédéric Patate n'est pas là, mais on est très au clair tous les deux, sur le fait que tout manquement à cette obligation qui sera constaté fera l'objet de sanctions. Comme aujourd'hui, comme hier. Hein. J'actualise mes coordonnées personnelles auprès de la DRH. Donc, ce sujet-là est un sujet rémanent dans la maison, puisque un certain nombre de professionnels ne veulent pas donner leurs coordonnées dans la mesure où
où ils craignent quelque chose qui est une réalité, hein, c'est qu'on les rappelle chez eux pour faire face à des situations d'absentéisme ponctuelles. Lorsque ceci se pratique, c'est pratiqué par les cadres dans les services ou par la direction des soins, actualiser ses coordonnées auprès de la DRH, c'est rentrer dans une obligation réglementaire, comme tout fonctionnaire, et en l'occurrence tout fonctionnaire hospitalier. Donc, je vous remercie de prendre ces consignes en compte et de les diffuser très largement auprès de vos équipes. Je me vaccine contre la grippe. Je pense que tous nos infectiologues, virologues et hygiénistes retireront tout à l'heure l'importance de ce sujet-là. Et je limite mes déplacements à l'étranger. On a vu dans les communications de la rectrice hier que les déplacements à l'étranger étaient désormais proscrits. Ce qui pose un sujet, bon, alors les déplacements personnels, vous vous autocensurez, les déplacements professionnels qui donnent lieu en principe à un ordre de mission. Et donc, a priori, les déplacements à l'étranger qui auront à être visés à la direction des affaires médicales et à la DRH, mais c'est tout souvent à la direction des affaires médicales, seront regardés scrupuleusement. Je m'informe. Donc, pour ce faire, surveiller les messages CHU. Nous avons créé une zone coronavirus dans l'intranet. Donc, on va essayer d'y mettre le plus d'informations possible. Nous diffusons également de l'information sur les réseaux sociaux. Il y a de l'affichage interne qui est fait également. Sur la zone intranet sur les réseaux sociaux, puisqu'aujourd'hui on filme la séance d'aujourd'hui, on va pouvoir ensuite diffuser les informations qui auront été données aujourd'hui. Rappel de consignes qui sont passées déjà la semaine dernière, c'est je suis professionnel du CHU, y compris interne. Qu'est-ce que je dois faire si je reviens d'un séjour dans les zones à risque? Donc j'ai séjourné dans une zone endémique, deux situations possibles. J'ai travaillé, j'ai été en contact avec des malades ou des établissements de santé les prenant en charge. Je reste chez moi 14 jours, et je préviens mon cadre et la médecine du travail. J'ai des symptômes grippaux ou une infection respiratoire, je ne vais pas à l'hôpital, je contacte le 15 et la médecine du travail. Je n'ai pas séjourné dans une zone endémique récemment. Et troisième cas, pardon, je n'ai pas été en contact avec des personnes et je n'ai pas de symptômes particuliers. Je peux reprendre le travail, mais je porte un masque chirurgical que je change toutes les 4 heures. Et si tout d'un coup on surveille sa fièvre, on la prend 2 fois par jour, et si celle-ci devient symptomatique, à ce moment-là, j'appelle le 15 et on verra la candidature ensuite. Je n'ai pas séjourné dans une zone endémique récemment, mais j'ai été en contact avec des personnes qui reviennent d'une de ces zones. Je ne peux travailler normalement, mais j'applique avec vigilance particulière les consignes d'hygiène. Et globalement, quelle que soit la situation passée, la future est d'éviter les déplacements à l'étranger. Je suis étudiant, donc il y a des nuances qui ont été apportées. J'ai séjourné dans une zone, quel que soit mon état, je suis évitée de la faculté, de l'école, de l'hôpital pendant 14 jours. Je n'ai pas séjourné, je peux étudier ou travailler normalement, mais j'applique avec vigilance particulière les consignes d'hygiène. Et, donc ça c'est la décision qui a été prise entre le CHU et la faculté hier, je n'ai pas de contact avec des patients en cas suspect si je suis en stage dans un service. Donc les étudiants, qu'ils soient infirmiers, médecins, les externes, ne doivent pas être en contact avec les patients en cas suspect. Nous avons mis en place des consignes aux visiteurs. Donc on est en train de déployer sur l'ensemble du CHU ces affiches qui disent 2 choses. Les visiteurs qui sont revenus depuis moins de 14 jours d'une zone où circule le virus ne sont pas autorisés à rendre visite aux patients hospitalisés. Et pour tous les autres visiteurs, il est demandé de limiter au maximum le nombre de personnes qui est dans la chambre. Alors les zones à risque, elles ont et elles vont encore évoluer. Dans la mesure, je laisserai les infectiologues et les virologues en parler tout à l'heure. Mais on a vu arriver ce matin la considération de zones à risque du Morbihan, enfin de certaines villes du Morbihan, de certaines villes de Haute-Savoie et de certaines villes de l'Oise.
Consigne générale, limiter les flux à l'hôpital en tout état de cause. Alors, je ne parle pas des professionnels, bien sûr, mais des visiteurs. Limiter les rassemblements et événements collectifs à l'extérieur de l'hôpital ou à l'intérieur, comme aujourd'hui. En cas de symptômes, joindre le 15. Plein d'informations générales sur le site du ministère 0800 130 000. Pour les professionnels du CHU, en cas de doute, contactez l'équipe opérationnelle d'hygiène sur une conduite à tenir ou par rapport à une situation personnelle, le service de santé au travail. Évidemment, vous n'appelez pas directement le service de médecine interne de maladie infectieuse. Voilà. Pour les quelques informations très générales, je vais laisser la parole au professeur Bernard pour les informations d'experts. Tout d'abord, peut-être rassurer, c'est une maladie bénigne. L'infection à un coronavirus, c'est une maladie bénigne. Il y a très peu de patients au final hospitalisés, très peu de patients hospitalisés pour des formes graves. Les patients hospitalisés, en général, sont immunodéprimés ou âgés. Donc ça ne touche pas l'enfant n'est pas touché. Et puis je vais vous faire un peu d'épidémiologie sur ce qui s'est passé. Après on verra avec les collègues pour la partie virologie et pour la partie hygiène avec le docteur Morand. Juste vous faire un petit peu d'épidémiologie et de transmission de ce virus. Donc tout a commencé au mois de décembre en Chine. Vous avez vu comme tout le monde sur les médias qu'il y avait quelques cas groupés. Et ils ont isolé à ce moment-là un coronavirus qui est une famille de 6 virus que l'on connaît depuis un bon bout de temps et qui ont été responsables de 2 épidémies dans le passé, avec le SRAS à Hong Kong, responsable d'une mortalité aux alentours de 10%. Puis on a eu le MERS coronavirus il y a 5-6 ans, un peu plus, 7-8 ans, qui est apparu par transmission à partir du chameau. Et là, la mortalité était plus élevée, plus de 30%, entre 30 et 40%. Et arrive un nouveau variant depuis la Chine, depuis fin décembre, qui semblait au départ très virulent et on n'avait pas exactement le taux de mortalité. Maintenant, on l'a, il est de 2,5%. La mortalité elle est proche de la grippe, un petit peu supérieure chez les sujets âgés, un peu moins chez les sujets plus jeunes, et puis surtout ça ne touche pas l'enfant. Donc ça c'est pour des données un petit peu épidémiologiques, en sachant que le coronavirus, on en a 4 autres qui circulent en permanence tous les hivers, responsables de banal rhinopharyngite, syndrome grippaux, qui rentre dans l'ordre tout seul. Donc la maladie a commencé en Chine, fin décembre, avec quelques cas. On arrive fin janvier avec 2000 cas, une mortalité qui 50 personnes sont décédées en Chine. Et puis on voit maintenant, on est à 90 000 cas avec 3000 morts. Donc ça s'est étendu sur tous les continents. On peut parler maintenant de pandémie, mais même si l'OMS n'a pas déclaré en pandémie, puisque le continent africain n'est pas touché. Bon, l'Égypte n'est pas loin, mais il y a certainement des cas qui vont apparaître. J'ai pas vu les dernières actualités, mais normalement ça devrait apparaître. Donc c'est une pandémie, ça touche tout le monde. Comment ça se passe? Il y a une contamination. Il y a ce qu'on appelle une période d'incubation, donc 4 à 5 jours, sans rien. Et puis apparaît un syndrome grippal avec de la fièvre, des myalgies, des douleurs articulaires, une toux et un encombrement bronchique avec des difficultés respiratoires. Parfois il y a des conjonctivites, parfois il y a des atteintes cutanées, parfois des troubles digestifs, mais c'est beaucoup plus rare. Et puis ce phénomène, c'est comme une grippe, ça rentre dans l'ordre en quelques jours. Ce qui nous embête un petit peu plus d'un point de vue médical, c'est qu'on a l'impression qu'il y a une réaggravation. Il peut y avoir une réaggravation vers le 8e jour, avec des cas beaucoup plus graves. On ne sait pas encore si c'est simplement le virus lui-même ou si c'est une surinfection bactérienne. On verra les données
des études. Et ces patients-là s'aggravent et peuvent avoir un syndrome de détresse respiratoire aiguë et terminent en réanimation. On va devoir être vigilant pour cette deuxième phase. Et en 14 jours, après le début des symptômes, on ne porte plus le virus. Donc c'est pour ça qu'on était en quarantaine pendant 2 semaines, les cas contacts au départ. Maintenant, comme c'est une pandémie, comme le virus circule partout, on a un taux de contagiosité en interhumain. On sait que globalement, un cas porteur va transmettre à 2,5 personnes. Alors vous allez dire c'est important, mais c'est pas plus important que la grippe, et c'est surtout moins important que d'autres maladies infectieuses, comme la varicelle, la rougeole, où on est pratiquement à 17-20 personnes, c'est nettement plus contagieux. Donc c'est contagieux, oui, mais pas aussi rapidement que ça, parce que si c'était très très contagieux, on aurait ce qu'on appelle des clusters avec énormément de monde. Cluster, ça veut dire une bouffée épidémique. On aurait brutalement 500, 1000 cas en l'espace de 24-48 heures. Et vous voyez que ce taux de dédoublement, en fait, si on prend les courbes épidémiologiques, ben on a la même chose dans tous les pays, ce qu'on a eu en Chine, on a la même chose en France, vous voyez que pratiquement ça double tous les jours. Tous les jours, tous les 2 jours, donc c'est les patients qu'on a pu prélever, repérer sur des critères cliniques. Donc cette épidémiologie, elle se confirme. On a à peu près une transmission à 2,5 patients. Donc là, à l'heure actuelle, je vais dire le mal est fait. Le mal est fait, ça veut dire que le virus circule partout en France. La directrice a parlé de clusters de différents foyers, mais ce soir, ça va encore changer. Là, pour l'instant, la région centre n'est pas touchée. On a vu des patients aujourd'hui, on pense vraiment que ça y ressemble énormément. On ne serait pas surpris que ce soir, il y ait des positivités. Et ça ne change rien. Ça ne change rien au fait que le virus circule partout. Maintenant, il est en boucle, donc on a changé les mesures. Et parce qu'on s'adapte, notamment avec la Direction générale de la santé, on s'adapte au fil de l'eau. Le virus étant en ville, on va éviter au maximum à ce que l'on fasse rentrer à l'hôpital. Moi, je dis toujours, il ne faut pas faire rentrer le tout dans la bergerie, parce que les agneaux sont en fait à l'hôpital, les plus fragiles sont à l'hôpital. Donc il faut éviter de faire rentrer ce virus de façon massive à l'hôpital. Donc c'est pour ça qu'on a mis un centre ambulatoire de prélèvement pour pouvoir examiner les patients et les plus nécessiteux médicalement, on va les hospitaliser, les dépister et les hospitaliser en évitant d'aller en plein milieu des urgences contaminer tous les autres patients ou dans des services à risque de contaminer d'autres patients. Donc ça c'est le circuit qui était... Au début on était au stade de détecter pour pouvoir essayer d'atteindre et d'éteindre les clusters. Là, maintenant, il est trop tard et de toute façon, c'était impossible parce qu'il faudrait rester en permanence chez soi, arrêter toute activité. Donc, c'est impossible, ça paralyse complètement un pays. C'est non raisonnable parce que ça ne change rien. Le contact interhumain est forcément. Donc, là, on change de stratégie et la médecine de ville va être extrêmement importante puisque on va éviter de venir à l'hôpital lorsqu'on est malade, voir le médecin généraliste, et il aura des critères cliniques pour dire oui, il faut aller à l'hôpital, oui, il faut être hospitalisé parce que c'est un patient immunodéprimé qui a des corticoïdes ou qui a une maladie respiratoire autre, et pas prendre le risque de l'hospitaliser à ce moment-là. Ça, c'est pour la partie pré-hospitalisation. Donc, il faut s'attendre à ce qu'il y ait des milliers de cas en ville, voire peut-être des dizaines de milliers de cas en ville, avec un syndrome grippal, qui, je vous le rappelle, au final, est tout à fait bénin. Donc, ce qui nous fait un peu hurler infectiologues, c'est que, certes, on n'a pas de virus, mais en fait, on n'a pas de vaccin, mais on a exactement le même phénomène chaque année avec la grippe. Et vous connaissez la polémique de la grippe avec la vaccination, parce que très peu de gens sont vaccinés au final, et le taux de contagiosité est exactement pareil, et le phénomène est exactement pareil. Et la grippe, ça donne quand même 10 000 décès par an, ça peut aller jusqu'à 10 000 décès par an. Donc c'est une autre ampleur, et je pense qu'à l'heure actuelle, alors peut-être que j'ai dit un peu le sujet, mais si on avait le vaccin contre le coronavirus, tout le monde se ruerait pour aller se faire vacciner. Cette pathologie
parce qu'elle est très médiatique, elle fait peur, elle vient de Chine. Moi, j'essaie de rassurer, parce qu'au final, des formes graves, c'est assez rare, il y en aura forcément. Mais bon, du coup, je renforce la vaccination. Je déborde sur l'hygiène aussi, mais il faut renforcer la vaccination, d'autant plus que c'est pas fini, on est encore en pleine phase de grippe. Là, la semaine dernière, on a eu des patients hospitalisés, c'était incroyable, ils étaient hospitalisés avec un gros syndrome grippal. On va les voir en disant c'est la grippe, bah youpi, c'est la grippe. C'est très paradoxal. Donc nous, en tant que soignants, qu'est-ce qu'on doit faire? Ne pas faire rentrer le loup dans la bergerie. Donc si on est malade, on reste chez soi. Si on a été facteur de risque de transmettre le coronavirus, on reste chez soi. Si on est malade, on met un masque. Et puis à l'hôpital, on se protège, on met un masque, dans l'autre sens, il fait les deux, on va en parler. Et puis on se lave les mains, on évite d'éternuer sur son voisin, on ne se serre pas les mains, pas de bise, parce qu'on transmet des virus de cette façon-là. Donc mesures d'hygiène. Donc il faut s'attendre à un surcroît de travail, on va avoir pas mal de travail, puisque ça implique des mesures d'hygiène, ça implique les détections, ça implique d'hospitaliser les patients, de faire attention. Globalement, on est prêt. Le laboratoire de virologie est prêt. On a des masques, on va en avoir un peu plus. Normalement, on devrait être livré. On peut toujours se laver les mains. Il faut absolument être présent, être sur le coup et travailler. Il ne faut pas avoir peur de cette épidémie qui va arriver. Globalement, sauf si on est immunodéprimé et des conditions spéciales, facteur de risque, globalement, on va tous s'en sortir. Essayez d'être rassurant, d'être assez bref. Nous sommes à votre disposition pour répondre aux questions si vous en avez, si vous avez des inquiétudes. N'oubliez pas qu'il y a un numéro vert, il y a le 15, donc il faut adresser les appels que vous avez là-dessus. Nous, on s'occupe du filtre infectiologique pour les patients les plus nécessiteux médicalement entre guillemets. Et on est en train aussi de voir pour les thérapeutiques, je sais qu'il y a des thérapeutiques un peu anciennes qui fonctionneraient contre le coronavirus. Pour l'instant, c'est encore à l'essai dans certains sens. Alors, ce schéma que l'on voit ici, c'est la grande famille des coronavirus qui comporte 4 genres et qui infecte l'homme et de nombreuses espèces animales. Et ça, c'est pas du tout un détail, parce que ça explique pourquoi ces virus aussi sont capables de franchir la barrière de l'espèce, d'être transmis de l'animal à l'homme. Par exemple, on sait depuis longtemps que certains coronavirus donnent des bronchites chez les poulets ou des gastroentérites chez les porcs. On a même de grands spécialistes français sur le sujet. Ils sont connus depuis le début des années 60 comme donnant des infections respiratoires saisonnières peu sévères chez 5 à 10% des patients ayant des troubles hivernaux respiratoires. Le coronavirus OC43, qui panique souvent à l'heure actuelle si on annonce ce diagnostic, ce n'est pas du SARS-CoV-2. Le coronavirus NL63 HKU1 289E, je vous en parle, ce n'est pas un détail, puisque le premier patient, je vous le dis, vous êtes tous soumis à la confidentialité, suspect de ce nouveau coronavirus, on l'avait trouvé HKU1. Et donc là, tout le monde a eu très peur, mais c'était un coronavirus tout à fait banal, et ce n'était pas le même. Donc vous voyez, ces coronavirus banaux, ils sont indiqués ici en rouge. D'autres sont émergents. Alors, qu'est-ce que c'est l'émergence? On va en reparler tout à l'heure. Bien, c'est de nouveaux virus qui ont des traductions cliniques parfois un peu différentes. Et là, le MERS coronavirus et le SARS qui venaient également de Chine. Le premier qui a émergé en 2002, le SARS coronavirus, vous voyez, cousin de celui actuellement qui circule, mais le SARS était beaucoup plus virulent. Le coronavirus qui a émergé en 2002. Voilà, et c'est pour ça qu'il porte ce nom-là. Alors, voilà, vous voyez que, on l'a dit tout à l'heure, le professeur Bernard l'a dit, ce SARS coronavirus qui a émergé en 2002, il a fait des décès, il y a eu une nombre de cas que je vous présente ici, mais maintenant il ne circule plus. Mais peut-être que le virus sera amené à circuler. Et puis le coronavirus d'Arabie Saoudite, lui, il a fait
858 décès, une mortalité beaucoup plus importante, 37% versus 3 à l'heure actuelle pour le coronavirus maximum. Il a fait 2 décès en France, dans le nord de la France, mais il circule sporadiquement. Il y a eu 33 cas à peu près investigués, suspects par an seulement à Tours, et on n'a pas eu de positif depuis, par exemple, du tout en France. Alors, ce qui se passe aujourd'hui avec ce nouveau coronavirus, eh bien, on va le voir, c'est une diffusion mondiale d'un nouveau virus qui émerge. À l'origine, il y a un foyer initial, la Chine, par exemple, ici, ou l'Arabie Saoudite. Eh bien, voyez ce petit schéma-là que je vous montre de la diffusion mondiale qui est liée à la migration des populations, à l'internationalisation, en fait. On pourra l'écrire dans quelques semaines pour ce nouveau coronavirus. C'est exactement le même phénomène qui se passe, et nous, on appelle ça en virologie l'émergence. Un nouvel agent pathogène qui va migrer, qui va se diffuser au niveau mondial. Alors, on est là aujourd'hui aussi pour apprendre des choses sur ce coronavirus. Je voulais vous retracer avec un très bel article, une grande revue, un très bel article d'un Chinois qui retrace ce qui s'est malheureusement passé en Chine depuis le 30 décembre 2019, où des cas groupés de pneumonie ont été rapportés. Très vite, on s'est rendu compte qu'il y avait un lien avec un marché aux fruits de mer de Chine qui a été fermé le 1er janvier 2020. Ce nouveau coronavirus, les virologues ont travaillé très très vite, les virologues chinois également, pour comparer finalement la contagiosité de ce nouveau coronavirus de Wuhan par rapport à la rougeole, par exemple. Vous voyez, une personne contamine 12 à 18 personnes. La grippe, 2 à 3 personnes. Une personne contamine environ 2 à 3 personnes, 2,5 pour ce nouveau coronavirus. Donc ça, ce sont les données actuelles. L'incubation, 1 à 14 jours, bien 1 c'est peut-être plus rare, mais dans les données OMS, c'est ce qu'on retrouve, et en moyenne 5 jours, ce qui explique cette fameuse quarantaine dont vous avez entendu parler, de 14 jours qui est assez sécuritaire. La transmission des virus respiratoires, ce coronavirus, il n'échappe pas à la règle, comme tous les virus respiratoires, il va être transmis par les postillons, les éternuements, la toux, les postillons de la salive, ou par les mains lorsqu'elles vont être souillées par des sécrétions respiratoires ou des postillons. La porte d'entrée, et ça c'est très important, le docteur Morange vous en reparlera, ça va être le nez, la bouche ou l'œil, puisque vous voyez bien ici la sphère touchée. Bien sûr, il faut un contact étroit. Normalement, si on est à plus d'1 mètre, les postillons ne vous arrivent pas, donc c'est ce qui explique cette donnée qu'on retrouve à chaque fois dans toutes les brochures OMS, par exemple. Le virus est présent dans les selles, il y a une voie d'élimination au laboratoire qui va être particulière, mais il a été décrit que la transmission est très rare par ce biais-là. Et il y a une quantité très négligeable de virus dans le sang, et là on pourra en reparler, les précautions ont été complètement levées depuis ce matin. Puisqu'on a beaucoup d'éléments maintenant, le virus n'est pas présent dans l'urine, donc ça c'est un fait important. Pour faire le diagnostic, et ça c'est un petit peu notre partie, on a beaucoup travaillé la semaine dernière, mais c'est notre mission, et là on va réussir à servir l'hôpital et puis à faire des diagnostics le plus rapidement possible. Ces prélèvements respiratoires, il est évident que comme aussi d'autres prélèvements respiratoires, il va falloir sécuriser le transport, depuis ce matin, on sait qu'on a des précautions qui sont un peu moindres, mais on restera dans un transport sécurisé. Vous le verrez dans les procédures dites de classe B, avec non pas des emballages carton et plastique, mais 2 emballages plastiques renforcés. On pourra y revenir dans la discussion. Qu'est-ce qu'on fait? On va prélever des sécrétions dans le nez, comme on le fait pour la grippe, où on aspire, comme les bouches bébés, vous savez, les sécrétions qui sont dans le nez. Quand le patient a une atteinte plus grave, on va prélever un liquide broncho-alvéolaire, des crachats. Et puis on envoie tout ça au laboratoire de virologie, bien sûr, en prévenant qu'il s'agit d'une suspicion pour ce virus qui va nous permettre de traiter cela de façon prioritaire dans notre manipulation dédiée. Alors, nous on manipule ça en toute sécurité, c'est bien inscrit dans les recommandations. Il faut que l'on manipule dans un espace sécurisé, confiné, pression négative, le virus rentre et ne peut pas sortir, présent. Il y a un sas dans lequel on va s'équiper, avec ici, vous voyez, un manipulateur avec un masque, FP2, une surblouse, une charlotte et des lunettes. On s'habille dans ce sas et on manipule sous cette botte. On ouvre donc des
prélèvement respiratoire, lorsqu'on ouvre, il peut y avoir un risque d'aérosolisation. Et donc le personnel est formé et bien sûr aguerri à ce genre de manipulation. Alors, quand on va sortir, et pour lever tous les doutes de ce laboratoire de confinement, on a inactivé le virus avec des détergents. En gros, c'est du liquide vaisselle amélioré. Ça n'a pas d'autre. Il n'y a pas de magie. On reste 10 minutes en contact et le virus est totalement inactivé. Ce que l'on va rechercher ensuite, c'est l'ARN du virus, son information génétique. On va l'extraire sur des machines qui sont communes dans notre laboratoire et on va aller spécifiquement détecter son information. Je vous ai expliqué que c'était une grande famille et c'est pour ça que ça a été long à mettre en place ce diagnostic, c'est qu'il ne faut pas raconter n'importe quoi, il ne faut pas diagnostiquer un HKU1 si on veut chercher un SARS-CoV-2. Si on fait n'importe quoi avec une technique qui n'est pas au point, il faut vraiment faire un diagnostic de qualité. Nous n'avions pas ce matériel à dédier tous les jours, 2 fois par jour, pour ce faire. Et donc la direction générale nous a acheté un équipement pour ce faire, pour ce virus-là, ou pour d'autres virus qui émergeraient dans 6 mois, dans 1 an, donc on est équipé. On rendra le résultat en 4 à 5 heures. L'Institut Pasteur nous a transféré la technique. On a eu 1 semaine de mise en place. Et depuis samedi, on a démarré samedi. Donc on a une astreinte de week-end, entre 8h et 18h30 pour faire cela. On le fait tous les jours. Si possible, si on nous demande, on peut faire 2 séries par jour. Voilà. Et puis je voudrais remercier l'ensemble de mon laboratoire et tous les cadres qui nous ont beaucoup soutenus pour l'organisation, les techniciens qui ont fait des manips de mise au point et toutes les autres qui les ont suppléés. Ça, c'est très important. Notre chef de pôle, le CNR, qui nous a beaucoup aidé, la direction, les services économiques et les cliniciens avec qui nous parlons régulièrement. Je ne vais pas revenir sur ce qu'a dit Bernard ou notre collègue virologue. Je pense que vous avez bien compris que le CHU s'est beaucoup mobilisé, tous les services, pour essayer rapidement de s'adapter à cette nouveauté. Donc en pratique, je vais vous donner un peu ma vision à moi. Globalement, 80% de malades qui font une infection mais qui ne seront pas graves, qui pour l'instant sont gérés par un circuit ambulatoire spécifique par nos infectiologues à Bretonneau, qui si à un moment donné on déborde et qu'on passe au niveau 3, seront gérés par les médecins généralistes, clairement. À peu près 14% à 15% des malades qui seront gérés en hospitalisation, pour l'instant en maladie infectieuse, demain dans les services de médecine, de chirurgie en chambre au sol, etc. Et quelques patients qui seront hospitalisés en médecine intensive réanimation parce que très grave. Donc c'est clairement ça l'objectif. Donc moi mon rôle là n'est pas de revenir sur ce qui vous a été dit, ça a été très clair. Mais par contre de vous dire quel est le rôle de mon service là-dedans. 2 unités, les urgences, le SAMU. Les urgences, vous ne venez pas. Si vous pensez que vous avez ça, vous ne venez pas, on ne veut pas vous voir. Parce que ce qui va se passer si vous arrivez, c'est qu'on vous isoler tout de suite. On va appeler un infectiologue, soit il y a les paramètres d'hospitalisation, on va vous transférer dans une ambulance ad hoc à Bretonneau pour que vous soyez hospitalisé et pour qu'on vous fasse les prélèvements. Si vous n'avez pas les critères d'hospitalisation, on va dire rentrez chez vous, restez chez vous, surveillez votre température. Donc ne venez pas aux urgences, premier message. Deuxième message, le SAMU, c'est un service d'aide médicale urgente. Vous avez la possibilité H24 de joindre un médecin régulateur, et on est là pour ça. Mais on appelle un service médical quand on a des symptômes. Si je n'ai pas de symptômes, j'appelle pas le service médical. Le port du masque, il faut bien porter le masque. On a vu dans les médias certains hommes politiques qui portaient un masque à ce niveau-là. On apprend 4 jours après qu'ils sont positifs au SARS-CoV-2. Donc le bon port du masque. Il faut avoir les équipements de protection individuelle, mais bien le porter, maximum 3 heures, et une fois qu'il est baissé, on le jette. Et surtout, produits hydroalcooliques, puisqu'en fait, le virus va survivre jusqu'à 3 heures sur des surfaces sèches. La base de vos précautions d'hygiène à l'hôpital s'appelle les précautions standards. Donc depuis plusieurs années, on relaie ce message. Il faut faire porter un masque chirurgical à toute personne, patient, résident, visiteur, professionnel de santé, des intervenants, les blouses roses, on évoquait, les aidants, présentant des symptômes respiratoires. Dès qu'il y a une suspicion d'infection, tout expecto, c'est le port de masque chirurgical pour la personne atteinte. Le mouchoir, j'y reviens pas, le coude, on l'a dit. La conduite à tenir. Vous avez une procédure CHRU
plein, qui va reprendre en plusieurs fiches toutes les conduites à tenir, donc de l'accueil d'un patient jusqu'à la conduite à tenir au laboratoire pour protéger les techniciens, jusqu'au bloc opératoire. Qu'est-ce qu'on fait quand il y a un patient suspect, s'il doit être opéré, si elle doit accoucher, hein, tout est repris. Donc l'objectif, si un patient arrive, en fait, il faut lui mettre son masque et les équipements de protection individuelle. Donc là, c'est le masque FFP2, mais aussi des lunettes pour vraiment faire barrière au niveau de nos portes d'entrée qui sont les conjonctives, le nez, la bouche. Il faut protéger au niveau du visage essentiellement. Donc une liste avec les codes produits sur la procédure dont je vous parlais. Tout soignant doit avoir en permanence des avant-bras dégagés, 0 bijoux, sinon les germes se mettent dessus. L'alliance n'est pas autorisée quand on travaille à l'hôpital. On a une surblouse à manches longues qui va permettre de couvrir la tenue. On met un tablier plastique s'il y a des gestes à risque de projection et qui sont un peu plus humides. Et au niveau du visage, il y a la charlotte, des lunettes et un masque FFP2. Attention, le FFP2, il faut qu'il soit bien porté et il y a un test d'étanchéité qui doit être fait à chaque fois. Donc vous mettez votre masque, vous ajustez avec 2 doigts identiques. Il ne faut pas faire une pince avec un pouce et un index, sinon c'est pas la même force et ça déséquilibre en fait l'étanchéité au niveau de votre visage. Donc vous prenez 2 doigts équivalents, 4 plus, la même pression. Hein, on couvre le menton, la bouche et le nez. Et là, vous allez aspirer. Si vous aspirez et qu'il y a une dépression, ça veut dire que votre masque est étanche, que vous êtes protégé. En revanche, si vous aspirez et qu'en fait ça ne bouge pas du tout, ça veut dire que vous avez des fuites. Et là, vous n'êtes pas protégé, il y a un risque de contamination. Et pour les barbus, c'est à risque, puisqu'en fait, vous comprenez bien que la jonction n'est pas étanche. Donc, pour les professionnels qui ont de la barbe, attention. Donc, voilà le masque. Et bien sûr, les 2 liens doivent être mis au-dessus, sur le dessus du crâne et dans la nuque, puisque sinon, pareil, c'est pas assez étanche. Et vous faites une friction. L'hygiène de main, normalement, tout le monde doit être au fait. Il y a 7 étapes pour que toutes les surfaces de la main soient vraiment désinfectées. Et ça, j'insiste. Normalement, vos correspondants doivent vous reformer. 0 bijoux, pas de montre, et 3 ml et 30 secondes de friction pour être virucide. C'est efficace. Ce n'est pas un lavage eau et savon, c'est vraiment l'utilisation d'un produit hydroalcoolique. Les gants, on n'en met pas systématiquement quand on va voir un patient suspect. On n'en met que s'il y a un risque de contact avec les liquides biologiques et les lésions cutanées. Et l'étape importante, c'est le déshabillage. Puisque si vous avez des souillures, des expectorations sur votre tenue et que vous enlevez négligemment votre tenue, vous risquez de vous contaminer. Pour parler d'Ebola, les seuls cas en fait occidentaux de contamination d'Ebola, c'était des soignants. Il y a eu un cas en Espagne et un au Texas qui en fait se sont mal déshabillés. Donc ne soyez pas trop pressés. Il faut vraiment retirer votre surblouse en essayant de ne pas toucher l'extérieur avec vos mains. Une fois la surblouse retirée, on se fait une hygiène des mains avec les produits hydroalcooliques pour avoir des mains désinfectées. Et dans le sas ou à l'extérieur de la chambre, là on va aller à notre visage mais avec des mains désinfectées. Hein. Donc vous pourrez retirer vos lunettes, votre charlotte et vos masques. Et chose importante, donc Catherine l'a dit, le triple emballage pour transporter des prélèvements biologiques au labo Piro. Les autres, c'est des précautions standards, on précise dans la procédure. Les matières fécales, attention, on a vu qu'il y avait quand même une expression du virus au niveau des selles. Donc si vos patients sont incontinents, il faut utiliser les dispositifs qui sont sur le marché. Il y a les Kerbags notamment, hein, pour ceux à qui ça parle. Et puis pour finir, le SARS sur 3 heures sur les surfaces cilaires sèches, jusqu'à 6 jours en milieu aqueux. Donc on peut penser au poignet fort, au stéthoscope ou autre. Donc le bio-nettoyage est un élément primordial pour
pour éviter une transmission croisée épidémique dans un secteur. Donc, encourager toutes les personnes qui font ce travail-là, qui est vraiment très important, pour éviter qu'on se retrouve avec une épidémie. Les produits actuels au niveau du CHU sont virucides. Donc, actuellement, on a le FB Spray et le Surface Safe. Donc, il n'y a pas besoin de faire de javélisation ou d'utiliser des produits à base d'acide peracétique. Les produits détergents désinfectants sur le CHU sont virucides. Mais il faut bien le faire. Il ne faut pas oublier la poignée de porc, il ne faut pas oublier quelque chose qui est rentré et qui sort. Et puis pour les masques, donc il y a une forte tension d'approvisionnement. Ce qu'on a recommandé et ce qu'on a autorisé, c'est qu'un masque chirurgical chez un soignant, donc dans une autre indication que les suspects SARS, peuvent être portés pendant 3 heures en continu, donc d'un patient à l'autre, si on ne le touche pas. Ça va permettre d'économiser. Ça, c'est une autorisation de la Société française d'hygiène hospitalière. Concernant le bec de canard FFP2, pareil, vous pouvez porter ce masque en continu pendant 1 heure entre plusieurs patients, à l'exception des gestes et des manœuvres à risque d'aérosolisation, d'expectoration de votre patient. Donc typiquement, hier, on en a parlé, c'est la kinésithérapie respiratoire. On peut penser que quand le patient crache, on en a sur notre masque. Donc là, il faut changer de masque FFP2. Sinon, on peut le porter 1 heure d'affilée. Donc, on a formé 580 professionnels pour le FFP2. Et évidemment, on est disponible, comme on le disait tout à l'heure. La procédure est sous intranet. Donc, je vous remercie.